Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour à tous ou bonsoir, c'est comme on veut. Les vraies voix de l'été avec leurs moments souriants et graves aussi. Chaque soir, pendant 2 heures, un trio d'observateurs privilégiés de la société débat avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Ils sont les vraies voix. Appelez Zach d'ailleurs au 0826 300 300 pour réagir ou proposer des sujets d'actualité. Les 2 grands rendez-vous du soir, notez bien, 17h30. Plus d'1 million de Français ont déjà consommé régulièrement de la cocaïne. L'Office anti-stupéfiant évoque un tsunami blanc pour qualifier la situation dans le pays. Cette drogue développe une économie parallèle violente jusqu'au cœur des villes moyennes. Comment enrayer le fléau? Et si les consommateurs prenaient conscience du danger de ce produit mortifère? Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Répondez dès maintenant. Faut-il lourdement pénaliser les consommateurs pour enrayer le trafic de cocaïne? Est-ce que c'est la solution? Et puis, le coup de projecteur, 18h40. Vous payez comment, me demande mon commerçant. Bien, lui réponds-je. Alors, derrière le sourire, il y a ce sentiment bizarre de savoir comment les uns et les autres vont être inquiétés. Un chèque sans provision, un faux billet, une carte qui ne passe pas, une machine à carte qui bug, la pièce d'identité pour le chèque, la monnaie insuffisante si on casse un gros billet. Les pouvoirs publics s'interrogent sur la question concernant nos modes de paiement. Voici la nôtre. Notre question sur le compte X de Sud Radio. Êtes-vous favorable à la généralisation de la carte de crédit comme moyen de paiement? Voilà pour les 2 grands débats à suivre de cette émission. Mais évidemment, le plus important, ce fameux trio, les vraies voix. Eh bien, je vous les présente. Les vraies voix Sud Radio. 3 profils, 3 carrières, 3 visions. On va se régaler. Nathalie Lebas. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors conseillère en communication et surtout conseillère régionale des Hauts-de-France, le Nord. Vous avez entendu Éric André, ça y est, le soleil revient. Le soleil est là, il vous attend. Oui. Et puis vous avez dans le cœur Enrico Macias, bien sûr. Voilà. Rost, alors qui aurait pu chanter du Enrico Macias, artiste. Rost, réalisateur et fondateur de l'association Banlieue Active. C'était beau aussi Enrico Macias, non Rost? Oui, mais nous on chante la grisaille plutôt, en essayant d'apporter un peu de soleil. Bah ouais, mais ça s'entend tout de suite avec votre phrase. Très content de vous retrouver, Ross. Ça faisait un bon bout de temps que je vous avais pas reçu dans les vraies voix. Et puis alors, il est devenu un incontournable. Cet été, il nous a accompagnés. Je pense que je suis devenu de fait supporter du CAB Brive de rugby parce qu'il en est le président, PDG de InVivo, Thierry Blandinière. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir à tous. Bon, tout va bien, ces messieurs dames. Direction le 0826 300 300. Je vous disais tout à l'heure que nos auditeurs allaient vous proposer leur sujet, c'est le principe. Le coup de cœur tout de suite, direction Limoges. Benoît, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout de porcelaine vêtue, Benoît, évidemment. Limoges. Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous n'êtes pas loin du briviste, là, Brive-Limoges, non? Non, du tout. Non, du tout. Une petite centaine de kilomètres à tout casser. Faut venir à Brive, tous les matchs. Tous les Limougeaux viennent souvent maintenant. Ouais, mais je suis déjà venu à Brive, c'est une belle ville. Voyez, bon. Et puis souvent, les brivistes vont faire aussi leurs études à Limoges, Ça marche aussi, ça, comme ça, non? Benoît. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, vous aviez un coup de cœur, tant mieux, c'est mieux de commencer par cela. Lequel? C'était Loïc Boisson. Loïs Boisson, ouais. Voilà, qui a fait quand même un très beau parcours à Roland-Garros. Et par extension à nos sportifs en général qui depuis quelques années commencent à reprendre la tête de pas mal de compétitions, ou en tout cas se positionnent bien, et je trouve ça vraiment très bien. Elle est 47e mondiale aujourd'hui, Loïs Boisson, alors qu'elle avait été invitée au-delà de la 300e place pour Roland-Garros, et entre-temps elle a gagné à Hambourg son premier tournoi. Vous êtes passionné de sport, Benoît? Oui, pas forcément de tennis, mais j'aime beaucoup le sport. Je suis un petit peu comme ça, notamment le rugby. Et oui, je trouve que nos clubs et nos sportifs, on a vu ça aussi au JO l'année dernière. Vraiment, on le voit en poupe en ce moment, et pourvu que ça dure. Ça me fait plaisir en tout cas d'avoir votre témoignage, parce que on a fait un gros plan hier sur Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné le Tour féminin. On a fait un gros plan aussi sur le TOEC de Toulouse, le club de Léon Marchand. Nathalie Lebas. Et si finalement le bonheur c'était le sport en ce moment?
Alors évidemment, le bonheur c'est le sport, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit et ça fait du bien aussi à la cohésion française. Alors moi je pense qu'il faut encourager les Français à se mettre au sport. Oui, c'est le message. Rost, ancien footballeur Rost, je crois. Oui, enfin c'est là-dedans que j'aurais dû faire carrière, mais mon père a jamais voulu, mais finalement j'ai fait du rap. Ouais. Et il voulait votre père ou pas? Il a pas eu le choix. Donc, c'est sportif le rap aussi, c'est sportif. Ah oui, c'est très sportif. Et puis la culture et le sport, c'est deux vecteurs d'intégration, d'ouverture sur le monde et sur l'autre, quoi. Ouais, je voulais vous lancer là-dessus sur l'intégration, parce que je rappelle, vous êtes le fondateur de l'association Banlieue Active. Sans sport, on peut rien faire, quoi. C'est compliqué parce que il y a des gens qui sont enfermés dans un cadre et qui ont l'impression qu'ils n'ont aucun horizon. Il n'y a que la forêt de béton autour. Et c'est vrai que le sport a permis à beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de sortir de ça. Vous prenez le cas de Mbappé, qui est Kylian, qui est l'exemple concret. Ce sont des espoirs pour les jeunes. Moi, je me souviens de Cantona. Cantona, moi, c'était mon idole à l'époque. Et on se disait, tiens, on veut devenir comme lui. On avait les Thuram qui étaient nos modèles. On a besoin d'avoir des modèles, et c'est souvent dans ces milieux-là, soit le foot, soit la musique, où on essaye de trouver des modèles, mais pour s'ouvrir sur le monde. Thierry Blandinière, sur le sport. Alors, vous êtes un grand chef d'entreprise et vous êtes devenu président du club de Brive. C'est comment ça? C'est pour vous, on parle souvent d'une danseuse, d'une passion. Alors, c'est à l'ancienne. Moi, je suis Alors d'abord, je suis né à Brive. J'ai joué dans ce club, et donc je suis attaché à la Corrèze et à cette région. Et donc, quand on a un peu réussi quelque part, on a bien envie de renvoyer un peu l'ascenseur à notre ville. Donc c'est ça l'esprit. Donc je suis très ravi de descendre souvent à Brive pour les matchs et puis aider ce club à revenir en top 14 parce qu'on est descendu en Pro D2, et surtout le côté inclusif. Vous voyez, on parlait de ce qu'on a mis en place avec Pierre-Henri Broncan, David Darry-Carrère. C'est tous les mercredis, l'équipe pro va dans un village aux alentours de Brive pour faire leur entraînement et rencontrer la population du village et les enfants du village. Et ça, c'est aussi inclusif. On parle des banlieues, mais dans les territoires aussi, il faut savoir connecter les petits villages avec la ville. Et ça, je crois que le rugby participe aussi à cette connexion, reconnexion, donner du sens. Et du coup, ça nous fait les supporters avec les parents qui viennent avec les enfants au stade après. Voilà. Ouais, en fait, votre démarche est très intéressante. C'est-à-dire, vous redonnez ce que vous avez reçu. Vu comme ça aussi, c'est très intéressant. Benoît, pour ce sujet, merci. Limoges, ça reste quand même la Mecque du basket, Limoges, on est d'accord. Oui, alors on est un peu en difficulté financière, mais quand même. Oui. Mais on a quand même été champion d'Europe à la grande époque, alors on va pas se plaindre. C'est l'année du triplé, c'est 2003, c'est ça, non? L'année du premier champion d'Europe en 93. À 93, avec Dacoury. Premier club avant l'OM, champion d'Europe. En sport collectif. C'est ça. Richard Dacoury, Apollo Faye, Anne Murphy, etc. Acheté ou non acheté? En tout cas, ils avaient gagné à l'extérieur. En tout cas, je crois que c'était en Grèce. Bon, c'était un bac pour mes amis marseillais. Grande équipe. Et puis ne manquez pas à Limoges, parce qu'il y a l'arrivée du Tour du Limousin là au mois d'août, le Tour du Limousin cycliste. Voilà, très important. Benoît, vous restez avec nous. Vous êtes notre auditeur fil rouge, et merci pour nous avoir donné l'occasion de parler positivement, parce que c'est vrai que le sport, je suis un peu partie prenante quand même, mais ça fait tellement du bien ce sport. Dans un instant, les sujets seront peut-être un peu moins souriants, mais c'est l'actualité, c'est le principe. Avec les 3 mots de l'actu, Félix Mathieu nous rejoint. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Et nous sommes très heureux de vous retrouver avec les 3 vraies voix, Rost, Thierry Blandinière et puis Nathalie Lebas. Ils sont avec nous, vont deviser sur l'ensemble de l'actualité. Vous n'hésitez pas, Aurore Cachia, notre responsable communication digitale, vous a mis à disposition les 2 grandes questions des débats du jour. Prenez déjà vos repères, donnez-nous ce que vous en pensez. Voici les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Bonsoir Félix. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Ces 3 mots ? Ces 3 mots, c'est marchandises, assignation et noyade. Benyamin Netanyahou réautorise l'entrée partielle de marchandises privées à Gaza pendant que l'ONU décrit des largages humanitaires largement sous-dimensionnés vu la famine sur place. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a signé à résidence avant même l'issue de son procès sanctionné pour avoir violé l'interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il est jugé pour sa tentative de coup d'État après sa défaite face à Lula aux dernières élections. Et puis, les morts par noyade ont augmenté de 45% en France par rapport à l'été dernier, selon Santé publique France. 193 décès rien qu'entre début juin et fin juillet. Les vraies voix Sud Radio. Des avions qui larguent de l'aide humanitaire, une foule qui court, des tirs qui résonnent. Les largages, en plus de virer souvent au chaos, sont largement sous-dimensionnés, dénonce aujourd'hui l'ONU. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou annonce autoriser l'entrée partielle de marchandises privées dans l'enclave palestinienne. Mais la situation sur place est au-delà de toutes les initiatives existantes, dénonce Jens Larke, le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Aid has gone in, with dozens of trucks per day. The needs inside Gaza is such that there should be hundreds and hundreds. L'aide humanitaire acheminée l'est par, vous voyez, des dizaines de camions chaque jour. Or, les besoins à Gaza sont tels qu'il faudrait des centaines et des centaines et des centaines et encore des centaines de camions, non seulement chaque jour, chaque semaine, mais pendant des mois, des années. Nous avons reçu quelques aides, mais elles restent largement insuffisantes par rapport aux besoins. J'espère que vous comprenez l'ampleur du problème, la différence entre cette aide très modeste qui nous est parvenu, le fait que tout le monde s'attend à ce que je m'en réjouisse, que je remercie les donateurs et les besoins énormes qui existent là-bas où des gens meurent littéralement chaque jour. C'est vraiment, dit-il, hors de proportion. Le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, alors que de son côté, Benyamin Netanyahou affirme aussi cet après-midi qu'Israël doit vaincre totalement le Hamas pour assurer la libération des otages, propos tenus juste avant une réunion de son cabinet de sécurité pour enclencher une nouvelle étape de la guerre à Gaza. Bon, votre avis, les vraies voix. Alors d'ailleurs, ce sera votre sujet de tour de table tout à l'heure, Rost, mais sur l'aspect largage, on le voit bien, Nathalie Lebas, il y avait des risques, c'est peut-être pas la meilleure solution. Hein. Effectivement. Alors, la première des choses, on a tous une pensée sur les personnes aujourd'hui à la fois qui meurent de faim, de l'autre côté celles qui sont encore prisonnières. Et pour autant, qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a nos dirigeants qui sont en train de patauger. On a Trump qui nous promettait de régler ça en 48 heures. Arrivé là, ça traîne en longueur et on a toujours une situation humanitaire qui est catastrophique. Thierry Blandinière, une histoire sans fin. Une histoire sans fin, la Palestine. Un État, pas un État. Toutes les questions, quelles sont les conditions pour un État ? On voit bien que le président Macron fait un peu machine arrière. Il était parti un peu vite en disant on va reconnaître la Palestine. Mais de quoi on parle quand on parle de Palestine ? Est-ce que ça a été un État un jour ? Jamais. Est-ce qu'il y a déjà eu un État dans le passé ? Jamais. Donc c'est un État nouveau qu'il faut créer dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas réunies. Donc c'est triste, la guerre est toujours triste. Donc on le sait, il y a toujours des morts. Bon, il y a cette question des otages. Aujourd'hui, c'est quand même hallucinant que l'armée israélienne n'arrive pas à trouver des otages, 50 otages. Alors on sait qu'ils sont dans des tunnels, qui sont minés, et que c'est difficile d'y aller, et que s'ils veulent les préserver, ils ne peuvent pas rentrer dans ces tunnels. Mais c'est quand même un enjeu essentiel. Tant que les otages ne seront pas complètement libérés, il n'y aura pas de solution possible. Sur l'aide humanitaire, Rost, forcé de constater que c'est peut-être pas la meilleure solution, le largage. Vous savez, moi j'ai tellement mal à mon humanité, j'ai tellement mal de me regarder dans un miroir et de me dire que je suis impuissant face à ça, face à cette inhumanité absolue qu'on vit dans cette région depuis tellement longtemps. Les images sont insoutenables. Elles sont insoutenables. Quand vous voyez qu'on largue de la nourriture à des êtres humains qui sont épuisés de presque 2 ans de bombardement et que les gens se noient pour essayer d'avoir un tout petit peu de farine. Ils repartent avec un sac sur le dos. Et parfois, quand ils y arrivent, certains meurent en essayant justement de récupérer un peu de nourriture.
Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quoi? Des fois, je me demande. C'est vrai qu'on retient un seul mot, impuissant. C'est malheureusement la tendance. Bon, deuxième mot, Félix Mathieu, assignation à résidence de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Oui, le très à droite ancien président jugé pour sa tentative de coup d'État quand il avait refusé d'admettre sa défaite face à un autre ancien président qui l'est donc redevenu, Lula, aux dernières élections. Déjà inéligible jusqu'à 2030, Jair Bolsonaro avait aussi interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux, interdiction qu'il a bravée pour s'adresser à ses supporters. Il se retrouve donc assigné à résidence avant même l'issue de son procès, décision suite à laquelle son fils vient de se mettre en scène face à une foule de supporters avec son père en haut-parleur dans le micro via son téléphone portable. Jair Bolsonaro, qu'on entend donc haranguer ses supporters. Il risque 40 ans de prison pour cette tentative de coup d'État. Suite en tout cas à cette assignation à résidence, Donald Trump, qu'il soutient, a dénoncé une chasse aux sorcières. Il lance une guerre commerciale contre le Brésil en annonçant de nouvelles surtaxes. Si beau pays, pépite de sport, de culture et une société qui a du mal à s'y retrouver. Troisième mot, noyade. Les chiffres ont explosé de 45% par rapport à l'été dernier. 193 morts par noyade comptabilisés par Santé publique France entre début juin et la fin juillet contre 133 à la même période en 2024. Des baigneurs qui prennent sans doute plus de risques dans leur quête de fraîcheur, estime Mathieu Magnier, formateur à la Société nationale de sauvetage en mer. Il identifie aussi très souvent les mêmes scénarios lors de ces drames en mer. On rentre dans l'eau, on est pris dans un courant sans s'en rendre compte, on n'a pas pris de repères, on arrive très rapidement au large. Et puis là, souvent le syndrome de la serviette. On a identifié notre serviette, on veut retourner vers sa serviette le chemin le plus court et donc on va se mettre à nager contre le courant, ce qu'il ne faut surtout pas faire puisque le courant est forcément beaucoup plus fort que nous. C'est pour ça que nous, les sauveteurs, on utilise des palmes et même avec des palmes, des fois ça ne suffit pas. Il faut s'extraire du courant d'une autre façon. Et puis les gens s'épuisent, ils essayent d'insister, puis une vague arrive, deux vagues arrivent et puis après ils sont pris dans le courant de baïne et ils ne résistent pas. Mathieu Magnier, formateur à la SNSM avec Laurence Perrault ce midi sur Sud Radio. Il appelle les nageurs pris dans des baïnes à ne pas tenter de résister, à faire des signes aux sauveteurs et sinon d'essayer de nager plutôt parallèlement à la plage pour tenter de rejoindre un banc de sable là où les vagues déferlent. Thierry Blandinière, on est toujours un petit peu dans attention, soyez citoyens avant tout. Soyez citoyens. Moi, je suis assez sensible à ces baïnes parce que c'était mon enfance, mon adolescence, entre la Cano, en descendant sur Biscarrosse, etc. Et j'ai vu effectivement des gens partir très très loin, par les courants très loin, à 300 mètres au large, 1 kilomètre au large. Et c'est souvent là qu'il ne faut pas paniquer parce que les faut se laisser un peu aller, c'est ça. On va très loin au large, ça va très très vite et parfois on a juste 10 cm d'eau et on est embarqué avec la puissance. Et personne s'y attend. Et ça, on n'est pas peut-être assez formé à ça. On sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de formations, il fallait écouter, parce que c'est très dangereux. Et on n'a pas l'impression qu'il y a un danger, en fait. Ouais. Alors, en tout cas, quand il y a un drapeau rouge, il y a danger. Et c'est ça le problème aussi. Bien sûr. Ouais. Rost, le petit clin d'œil, je rappelle, vous êtes fondateur de l'association Banlieue Active, où l'enjeu du savoir nager, de la piscine aussi, l'été, est crucial. Ah oui, mais la formation, nous, je me rappelle, en 6e, on nous emmenait à la piscine pour apprendre à nager. Aujourd'hui, comme on a réduit les budgets un peu partout, c'est de moins en moins le cas. Donc on se retrouve avec plein de gamins qui sortent de là, qui savent pas nager, et qui se retrouvent dans des situations comme ça. D'ailleurs, même quand on sait nager et qu'on se retrouve dans ces situations, c'est pas évident de savoir les gestes à faire. Et c'est pour ça que c'est important de les rappeler à chaque fois, Madame la conseillère régionale des Hauts-de-France, Nathalie Lebas, sur la question des piscines, de la nage. Effectivement, il y a un parc vieillissant en France et des secteurs, tout à l'heure on en parlait, notamment en ruralité, qui ne sont pas dotés de piscines, ou en tout cas qui n'ont pas suffisamment de temps libre pour les scolaires. Moi, je pense que c'est un enjeu véritablement pour nos territoires. Au niveau du Conseil régional, nous, on a financé la mise en place, la création, la rénovation de centres aquatiques, justement parce qu'on sait que c'est une priorité. Et j'ai envie de dire, c'est pas en 6e qu'il faut apprendre, c'est même déjà presque trop tard. C'est tout petit, il faut qu'on emmène les enfants tout petits à apprendre à nager, mais aussi monter en compétences
Et comme le disait mon voisin, apprendre les gestes qui sauvent, apprendre aussi à se sortir d'une situation à risque. Les bébés nageurs, c'est génial ça à voir. Bien, alors les vraies voix, vous savez qu'il y a une nouvelle petite chronique là en cette partie d'émission. On l'a trouvé brillant ce Paul Vinel, un jeune journaliste. Voilà, on lui a dit bon allez, moi je lui ai confié l'info vacances. Bonsoir Paul. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. C'est quoi l'info du jour vacances? Alors là, on quitte la France, mais on reste en Europe, cap sur Athènes et plus précisément dans le quartier de Plaka, cette petite cité qui est d'ailleurs surnommée le quartier des dieux. Eh bien, elle est nichée en contrebas de l'acropole qui abrite notamment le Parthénon. Alors pourquoi on parle de ce quartier? Eh bien parce que les touristes affluent en masse, à tel point qu'une unité d'intervention vient d'être créée pour faire respecter les règles. En ligne de mire, le boom des locations saisonnières, l'un des principaux moteurs de cette hausse de fréquentation. Alors pour ralentir la cadence, le gouvernement a voté pour l'interdiction de nouveaux enregistrements sur les plateformes de location. Aris Doukas, maire d'Athènes au micro de l'AFP. Athènes est une ville qui a connu une forte augmentation du tourisme. Nous approchons les 8 à 10 millions de touristes par an. Ce chiffre équivaut presque à la population totale de la Grèce qui se rend à Athènes, et c'est ce qui en fait la première destination touristique du pays. Alors sommes-nous en état d'alerte? Même si nous n'avons pas encore atteint les niveaux de Barcelone, nous devons agir comme si c'était le cas. Vous parlez très bien grec, bravo. Athènes figure d'ailleurs dans le top 10 des villes les plus visitées du monde, et cette année ce sont près de 10 millions de visiteurs qui sont attendus dans la capitale, soit 2 millions de plus que l'année dernière. Bon, ça, il y a plusieurs choses. Athènes, ça fait rêver, mais bon, c'est peut-être mieux d'y aller je sais pas ce que vous en pensez, Rost, mais bon, évidemment, les hôtels ça coûte cher, etc., etc. De plus en plus, il y a les Airbnb, ça pose quand même souci. Mais c'est un problème général. Je pense, moi qui vais souvent en Espagne pour écrire, je sais qu'à Barcelone, par exemple, il y a le même problème. Vous avez Valence, où les gens d'ailleurs sont descendus massivement dans la rue, les habitants. Parce qu'ils supportent plus ce tourisme massif. Et en même temps, dans le même temps, vous avez aussi sans le tourisme, c'est compliqué financièrement. Pour les commerçants, sauf qu'à Athènes, je crois qu'il y a une particularité, ils disent que les gens dépensent moins qu'avant, alors qu'il y a beaucoup plus de monde. Exactement. Et c'est aussi une situation qui représente ce qui se passe à travers le monde aussi. Et quand vous allez en France, ça vous coûte 10 fois plus cher d'aller en vacances sur la Côte d'Azur que d'aller en Grèce, par exemple. Donc les gens s'en vont. On a fait le sujet l'autre jour. Le pays le plus cher en Europe, c'est la Suisse. Deuxième, la France. Troisième, l'Islande. Moi, je vais dans ma belle famille en Serbie. On est avant-dernier, on est tranquille. J'y vais. Je vous invite tous. Bon, Nathalie Lebas, Airbnb, j'y reviens. Il y a des arnaques. On en reparle de plus en plus. Attention. Alors oui, il y a des arnaques, mais pas que. Moi, je pense qu'il faut réguler les choses. On ne sait pas être pour ou contre. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un Airbnb aussi parce que sur certaines zones touristiques, il n'y a pas suffisamment d'offres hôtelières. Parce que parfois, on a les hôteliers qui viennent nous dire j'ai une concurrence déloyale, mais l'inverse existe aussi. À certains endroits, on a des territoires où les personnes demandent, même les municipalités, ont envie qu'il y ait une offre supplémentaire. En revanche, il faut gérer les choses de manière à ce que ça soit pas sauvage, qu'il n'y ait pas d'arnaque, qu'il y ait un contrôle, et peut-être demander aux plateformes comme Airbnb d'avoir plus de responsabilités. Il y a une dame britannique, je crois, qui s'est retrouvée à payer une amende parce que le propriétaire avait montré des dégradations, mais ça avait été fait par l'IA. Donc heureusement, le subterfuge a été découvert. Qu'en pense le chef d'entreprise Thierry Blandinière? C'est l'histoire des Uber, des tout cela, quoi. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Donc il faut s'adapter. Donc après, ce sont des formidables succès, ces entreprises. Donc elles sont victimes de leur succès aujourd'hui. Donc forcément, quand ça va trop vite, c'est une crise de croissance. Et forcément, il y a des erreurs, il y a des problèmes à gérer. Mais je pense qu'ils vont trouver des solutions. Je crois qu'il y a des solutions sur la sécurité, sur le contrôle. Ça vient aussi des politiques. Il faut mettre un règlement quand même. Les politiques, on l'a fait en France, je pense. L'Europe en fait assez quand même en termes de réglementation, il me semble. Donc c'est bon, on va pas en rajouter. Par contre, dans le monde, c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. À New York aussi, ils ont vachement réglementé. Et c'est dans des pays comme les États-Unis, tout ça, c'est important de bien réglementer pour éviter les abus et protéger aussi les clients, parce qu'il faut que les clients soient satisfaits et c'est l'intérêt de tout le monde que le client soit content. Ouais. Bon, merci de nous avoir emmenés à Athènes. Avec plaisir. La Grèce, le Parthénon. Ouais.
C'est beau. Bravo pour votre... Ouais, il est superbe. Bravo. Première semaine, là. Il revient demain, en plus. Allez, à demain, Paul Pinel. Bon, dans un instant, votre grand débat en France. La drogue est partout, selon l'Office anti-stupéfiants français. Plus aucun territoire n'est épargné par le trafic de drogue. Dans cette offre, la cocaïne domine. Les saisies ont bondi, les prix ont chuté et la consommation s'est envolée. Plus d'1 million de Français et Françaises en feraient un usage régulier. N'est-ce pas finalement ça le cœur du problème? Une autre question sur le compte X, vous y répondez tout de suite. Faut-il lourdement pénaliser les consommateurs pour enrayer le trafic de cocaïne? Sous-entendu, c'est par là qu'on commencera à enrayer ce trafic. Je vous donne le compte-rendu dans un instant. Nous aurons en tout cas, pour nous éclairer, Fabien Bouguet, qui est porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, qui est avec nous. Bonsoir Fabien Bouguet. Ah, alors je vous entends pas, j'ai bien vu que vous me disiez bonsoir, parce que vous êtes en visio. Je me tente quand même à votre question, et puis si on vous entend, c'est parfait. Consommer autant prouve que la sanction n'effraie pas, c'est un peu ça l'idée, la tendance, rapidement, aujourd'hui? Écoutez, on peut mélanger un petit peu les deux, bien évidemment. La consommation et également une répression sur les trafics. Mais c'est une pièce à... Bon, ça décroche un petit peu, mais finalement, la partie que vous nous avez évoquée est suffisante pour nous allécher, pour le sujet, pour le débat. Nos trois vraies voix sont là. Vous, au 0826 300 300, vous appelez pour participer au débat. On va régler le petit problème de son avec Fabien Bouguet. On se retrouve, mais alors vraiment incessamment sous peu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brunel. Nous avons un trio très complémentaire ce soir. Les trois vraies voix sont Nathalie Lebas, conseillère régionale des Hauts-de-France, présidente de la commission enseignement, recherche et administratif URSAF de Picardie. Je l'ai dit. Rost, artiste, réalisateur et fondateur de l'association Banlieue Active. Et puis Thierry Blandinière, le PDG de In Vivo et président du club du CAB Brive. Oui, celui qui vous fait vibrer depuis tant d'années. Bon, qui est descendu du top 14, mais qui va remonter, président. Qui vivent en Pro D2 aussi. Déjà. Oui, en Pro D2, c'est bien déjà. 16 000 personnes, tous les matchs. Moyenne 16 000 16 000, c'est beaucoup Bon. On a un potentiel. Tous les Limougeaux nous rejoignent. Voilà. Oui, en plus. Élargissons. Allez, c'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La situation devient alarmante. La France subirait un véritable tsunami blanc selon l'Office anti-stupéfiants français. Le pays est submergé par la cocaïne et gangréné par une économie parallèle violente jusqu'au cœur des villes moyennes. Plus d'1 million de Français en feraient un usage régulier. Pas moins de 37 tonnes de cocaïne ont été saisies sur les 6 premiers mois de l'année 2025, soit une hausse, tenez-vous bien, de 50% par rapport au début de l'année précédente. Comment faire pour enrayer ce fameux tsunami blanc? Question du jour sur le compte X de Sud Radio. Faut-il lourdement pénaliser les consommateurs pour enrayer le trafic de cocaïne? Vous dites oui à 82%. Est-ce que c'est par là que ça commence? On va essayer de se poser la question tous ensemble. Nos trois vraies voix, bien sûr, et puis aussi Fabien Bouguet, donc le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. On va quand même rappeler, Fabien Bouguet, que quelqu'un qui est pris la main dans le sac, a consommé de la cocaïne, il est bien sûr sanctionné. L'usage de stupéfiants est un délit puni d'une peine maximale de 1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Là où on veut aller plus loin dans cette question, c'est est-ce que finalement, vous, en tant que policier, si on vous dit allez-y, vous avez une idée d'où on consomme de la cocaïne, on rentre, on les arrête et ça fait peur. Est-ce que ça, c'est un schéma qui vous semble cohérent? Alors dans un monde idéal, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, quand vous annoncez la peine maximale sur la consommation de produits stupéfiants d'1 an de prison, bien évidemment, il est prévu et réprimé par le code de la santé publique, pas par le code pénal. Déjà, oui. Vous savez que parce qu'on a un souci médical vis-à-vis d'une personne qui souffrirait d'une réelle addiction, donc on a plusieurs populations concernant les addicts à la drogue. On a le festif,
celui qui consomme de temps en temps, qui se fait comme disait le ministre de la Justice, monsieur Dupont de Moretti, le petit pétard du samedi soir. On a le petit rail de coke du samedi soir. Et puis évidemment, on a le réel malade qui, lui, a une vraie maladie et dont on doit s'occuper et qu'on doit bien évidemment soigner. Là-dessus étant, c'est que les fameux 1 an de prison, statistiquement, allez dans n'importe quel tribunal et trouvez-moi quelqu'un qui soit enfermé en prison pour la consommation de drogue. Ça n'existe pas. Puisque on a même commencé à redescendre et se diriger vers la dépénalisation avec l'amende forfaitaire délictuelle. Puisqu'on a estimé, on a essayé qu'en faisant payer le client, ça puisse le dissuader. Bon, c'est plusieurs systèmes qui sont essayés. Ce sont des centaines de milliers d'interpellations par an. Vous avez vu les chiffres. Vous interpellez beaucoup de consommateurs, on est d'accord, hein, quand vous dites les interpellations. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous imaginez 3,7 millions, donc quasi 4 millions de testeurs, 240 000 ouvriers du narcotrafic et plus d'1 million de consommateurs réguliers. Voilà ce à quoi on doit faire face, avec, à la différence de l'entièreté de la vie du moindre citoyen, c'est que la drogue, elle, là, et notamment la cocaïne, a perdu 18% de sa valeur d'achat, donc elle se démocratise. Ouais. Et ça devient terrible. Alors, évidemment, vous restez bien avec nous, on en parle avec nos vraies voix. Thierry Blandinière, toutes les couches de la population sont concernées quand il s'agit de parler de la consommation. Donc ça veut dire qu'il y a des gens très aisés qui peuvent payer. Est-ce que l'idée de s'en prendre aux consommateurs vous semble, vous, plutôt logique? C'est ce que disent plutôt les auditeurs de Sud Radio sur le compte X, hein. Apparemment oui, c'est logique. Après, il faut voir comment le faire, puisque c'est une question de coût. Je ne sais pas quels sont les moyens qui sont donnés à la police pour interpeller et comment après on garantit que on va dire le mal étant fait, que la pénalité est réalisée. C'est-à-dire que s'il y a 1 an de prison, qu'il y a 1 an de prison, sinon ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait complètement les moyens de pouvoir appliquer cette politique-là. Donc certes, il faut pas supprimer ce qui est en place, mais je pense qu'il faudrait peut-être plus focaliser sur les grands criminels et mettre plus de moyens, être plus efficace. En tout cas, je pense que la police est efficace, mais donner plus de moyens à la police, politiquement, pour interpeller la grande criminalité qui est internationale aussi. Ouais. Alors, il est là, hein, le sujet. C'est pour ça, moi, je pensais intéressant le fait de vous proposer cette question, parce que, évidemment, on est tous d'accord, les grands criminels, les narcotrafiquants, il faut leur tomber dessus. Maintenant, quelle est la soupape par rapport à ceux qui consomment Rost? Parce que celui qui est addict, Fabien Bouquet l'a dit, hein, il est malade, donc le mettre en prison alors qu'il est malade, il y a ça aussi. Ah non, mais moi, vous savez, j'ai grandi dans un immeuble où je voyais les mecs avec les seringues dans le bras que j'escaladais pour rentrer chez moi. Et c'est vrai que ça m'a vacciné de tout ça. Donc, alors que j'étais dans un quartier qui était la plaque tournante de la drogue à l'époque, Belleville. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de transmettre aux jeunes aussi dans différents quartiers. Il faut faire de l'éducation très très tôt sur ça, sur les conséquences, et puis. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous connaissez mon franc-parler, mais je pense que sur la question de la drogue, personne n'a envie de lutter contre réellement. Alors c'est ça, parce que effectivement, on le voit bien, ce que dit Fabien Bouguet, ce que vous êtes en train de nous dire, Thierry, vous, Rost, peut-être qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut. Non, parce que ça achète la paix sociale. Ça permet de maintenir la paix sociale dans beaucoup d'endroits. Les politiques le savent. Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à proposer à la jeunesse, et donc on laisse certains dealer et faire leur trafic, tant qu'ils vont pas beaucoup trop loin. Par contre, parce que moi je suis convaincu que si les pouvoirs publics voulaient réellement régler ce problème-là, ils pourraient en grande partie le faire. Pénaliser le consommateur, la personne qui est malade, vous la foutez en prison, ça n'a aucun intérêt, intérêt. En revanche, lui faire payer une amende. Mais même ça, moi je suis partagé. Après, je suis toujours pour qu'on essaye les solutions quand on n'arrive pas à trouver de solutions concrètes, qu'on essaye des choses. Mais je pense qu'il y a une vraie hypocrisie aussi politique derrière tout ça, parce que ça maintient la paix sociale. Ça tombe bien, vous avez une politique devant vous, Nathalie Lebas, conseillère régionale des Hauts-de-France. Est-ce qu'on fait tout? Est-ce que, vous avez entendu, faites un peu la synthèse de ce qui vient de se dire à ce moment-là.
Au global, effectivement, on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux. Clairement, il y a un manque de moyens. Et moi, je pense que les moyens, ils doivent être mis aussi au niveau international et européen. Aujourd'hui, on prône l'Europe, mais en matière de lutte contre la drogue, c'est là où l'Europe devrait avoir un intérêt. Quand on voit, par exemple, que sur les conteneurs qui arrivent à Rotterdam, on a 1 pour 1000 qui est contrôlé. Donc forcément, vous avez des passages. Et oui, les forces de police font ce qu'ils peuvent, mais ils ont besoin de moyens supplémentaires. Bruno Retailleau est allé à Rotterdam, là, il y a peu de temps. Oui. Mais en parallèle, c'est aussi un appel d'air. Quand on voit que aujourd'hui, en gros, même si on a augmenté de 130% les saisies, la Colombie, elle, continue à produire plus de 10 600 tonnes de cocaïne. Colombie, Bolivie, Pérou, les 3 plus gros. Et en fait, la production, c'est aussi parce qu'il y a des consommateurs au final. Et c'est un petit peu comme tous les produits, l'offre et la demande baissent le prix. Et c'est ce qui fait aussi que ça a changé. Avant, on avait tendance à penser que la cocaïne, ça se voyait que dans les quartiers ou chez les gens riches. C'était une drogue du riche. Aujourd'hui, le prix de la cocaïne, en 35 ans, il s'est divisé et c'est accessible à tous. Et ce qui est choquant, c'est que ces trafics, on les voit même dans nos campagnes, on les voit dans des petites communes. Le fameux tsunami blanc qui dit aucune partie du territoire français n'était y compris dans les territoires ruraux. Bon, Fabien Bouguet, vous venez d'entendre tout ce qu'ont dit nos 3 vraies voix. Alors c'est bien parce que c'était très complémentaire, mais je les ai présentés comme ça finalement. Bon, est-ce qu'on fait tout? Est-ce que vous, je le rappelle, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, vous avez les moyens et vous avez sans doute des propositions. Est-ce qu'on les suit ou pas? Alors les moyens, c'est déjà l'abnégation dont mes collègues qui travaillent au quotidien, que ce soit le simple policier dans la rue jusqu'à l'enquêteur spécialisé en matière de lutte contre les trafics de produits stupéfiants. J'ai envie de vous dire, ce sont ces 150 000 hommes qui tiennent le territoire dans un climat plus ou moins sécuritaire. Nous, à Alliance Police Nationale, ça fait bien longtemps qu'on parle d'un manque de moyens criants, mais pas qu'un manque de moyens criants sur la chaîne policière, on a la chaîne pénale, la justice qui n'a non plus pas plus de moyens pour pouvoir combattre les trafics de produits stupéfiants. Ce que dit Rost, finalement, les politiques ne mettent pas tout ce qu'il faudrait mettre pour vous donner les moyens, donc on s'y retrouve. On va d'effet d'annonce en effet d'annonce, mais la volonté propre n'est toujours pas sur la table. Si vous voulez, notre souci, c'est que, vous voyez, nous avons décrit des crimes, parce que les trafics de produits stupéfiants sont des crimes, et depuis tout à l'heure, vous n'avez pas la sensation que nous sommes en train de parler d'un marché. On a l'impression qu'on est en train de parler de commerce international, avec des territoires, avec des cibles, avec un produit, avec un ciblage sur une clientèle, avec un profil de client. Voilà, c'est ça. Et les trafics, eux, l'ont bien compris depuis longtemps, en usant et des réseaux sociaux. Et on a mis un fort accent, et ça sur les dernières années, sur le point de ce qu'on appelle communément les fours, c'est-à-dire les lieux de revente qui sont sur le territoire. Si vous voulez, quand on remonte la chaîne, on a des millions de consommateurs, avec des milliers de revendeurs, et on n'a qu'une dizaine d'organisations qui organisent réellement tout ça. On ne pourra pas combattre ce problème-là tant qu'on ne le prendra pas d'un point de vue et sanitaire et judiciaire. Bon, alors bon, je vous interromps. On va aller au 0826 300 300 puisque Benoît, notre auditeur fil rouge, est avec nous. Benoît, vous venez d'entendre. Alors c'est très intéressant parce que j'ai donné tout à l'heure le pourcentage. Les auditeurs qui répondaient à la consultation à la question faut-il lourdement pénaliser les consommateurs pour enrayer le trafic de cocaïne disaient oui à 88%. C'est baissé à 80%, tout simplement parce qu'on a eu aussi des arguments qui étaient très forts de Thierry Blandinière, de Rost et de Nathalie Lebas. Vous en pensez quoi? Ça vient d'abord du consommateur ou pas, Benoît? Je pense pas que ça vienne d'abord du consommateur. Le consommateur, il consomme depuis la nuit des temps. Les marathoniens, ils broutaient déjà du 4 pour pouvoir tenir de grandes distances. Peut-être pas tous, peut-être pas tous. Si, enfin à l'époque de la Grèce antique, les messagers broutaient du 4. Bon, au bénéfice du doute, moi quand j'y étais pas, je vous... Non mais
Non, je pense que le problème vient pas des consommateurs et je pense que si on voulait vraiment lutter efficacement, il faudrait agir sur plusieurs leviers. Moi, je me rappelle que dans les années 90, 2000, il y avait de la prévention, il y avait des livres qui étaient donnés par Info Drogue, qui ne sont plus disponibles. Je pense que il y a beaucoup d'addictologues, de gens comme ça, qui parlent que ça serait bien de légaliser le cannabis. Il y avait eu une enquête de l'Assemblée nationale qui allait dans ce sens-là. On est un des rares d'Europe où c'est pas encore légalisé. Alors là, je parle du cannabis. Hein. Oui, parce qu'on est tous d'accord sur la dangerosité de la cocaïne. Il n'y a pas débat. C'est très dangereux aussi la marijuana, le hashish, je sais pas comment on appelle ça. Le shit et tout ça. Oui, le shit. Simplement, il y a une espèce d'accès qui, de toute façon, semble un peu plus délicat. Donc, vous, par exemple, vous seriez plutôt favorable à la légalisation du cannabis ? Ben moi, je serais favorable à la légalisation du cannabis, que ce soit entouré, parce que c'est vrai que quand c'est des mineurs, hein, jusqu'à 18-20 ans, c'est compliqué, ça peut provoquer des séquelles psychologiques assez graves. Et puis mettre peut-être plus de moyens, les moyens qu'on met à venir pénaliser le petit consommateur qui va fumer son petit pétard, comme dit Monsieur Moretti, qui a du sang sur les mains. Moi, ça me fait doucement rigoler. Parce non, il n'a pas de sang sur les mains. Pourquoi il a tué personne. Non, il a tué personne. Non, mais sur le discours avec Monsieur Dupond-Moretti avait eu, pour lui, il avait du sang sur les mains parce que cette consommation entraînait justement les règlements de compte. Et ça, moi, je suis assez d'accord avec Rost, comme quoi, si les pouvoirs publics voulaient vraiment y mettre les moyens, ils pourraient le faire. Bon. C'est juste, voilà. Non, très intéressant. Et pour conclure, Benoît, allez-y, ouais. Et pour conclure, si on en mettait moins de moyens dans la chasse aux petits consommateurs, peut-être qu'on pourrait en mettre un peu plus. Et là aussi où je rejoins la dame qui a parlé, j'ai oublié son nom. Nathalie Lebas, ouais. C'est vrai qu'il faudrait que ça agisse en termes européens, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont transités par Rotterdam, il y en a pas mal qui viennent du sud aussi. On n'a plus de frontières, il n'y a plus de contrôle. Donc tout ça, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire de la vraie prévention dans les collèges, dans les lycées, partout où ça peut toucher les plus jeunes. En toute honnêteté, moi j'étais un consommateur il y a quelques décennies. Quelques décennies, oui, donc ça remonte. Ouais, dans les années 2000, au début des années de la cocaïne, on en trouvait déjà très facilement, de l'héroïne aussi. Donc c'est vrai que ça s'est développé encore plus, mais parce qu'il n'y a rien qui a été fait déjà à cette époque. Ouais. Merci Benoît, vous restez bien avec nous. Alors peut-être juste pour conclure, mais vraiment très rapidement, parce que c'est passionnant, mais l'histoire de la légalisation du cannabis, Rost ? Ah non, mais moi je suis contre, parce que j'ai vu les dégâts que ça causait sur les jeunes. Y compris le cannabis, hein. J'ai grandi dans cet environnement-là. Ça rend lunatique, ça rend on pète les plombs. Et j'ai des amis qui ont fini en HP à cause du shit. C'est rien que du shit. Nathalie Lebas, même chose. Moi, je suis complètement contre, comme Rost. Et je considère que c'est aussi l'entrée. L'entrée, justement, on commence jeune avec le cannabis, après on passe sur la cocaïne. Et c'est aussi pour ça qu'il faut éduquer les gens et les accompagner. Et quand on parle de peine, c'est pas forcément de la prison. Il y a plein d'autres mesures à prendre qui ne sont pas forcément de la prison, mais qui justement pourraient éduquer et faire évoluer les choses. Thierry Blandinière ? Moi, forcément contre aussi. Je suis d'accord avec vous deux. Parce qu'en fait, c'est effectivement une accoutumance. On commence comme ça et puis on sait comment ça finit. Après, juste un mot rapide, quelque part, dans les banlieues, les communautés, tout ça, quelque part, qui se construisent autour d'un commerce de drogue. Là aussi, il y a un enjeu aussi d'éducation de ces jeunes enfants pour pas qu'ils soient tentés de rentrer trop facilement dans l'argent facile. Et là, peut-être qu'on n'est pas assez vigilant. Et là, il y a un enjeu de comment leur donner une autre voie que la voie la plus facile de gagner de l'argent très rapidement en dealant. Personne n'a envie que ça change. Merci, les vraies voix. Fabien Bouguet, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Merci. En un mot, aujourd'hui, pour toute votre profession, cette histoire de narcotrafic, c'est le plus grand problème ?
Oui, c'est effectivement une problématique et la problématique majeure et c'est un combat de tous les jours, quotidien et partout. Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors après ce sujet, on a quand même souri, même si c'est un sujet grave. Il y a eu des propositions. On va sourire carrément maintenant. C'est le moment du fameux blind test. Benoît reste avec nous. Vous allez défier. Alors cette semaine, l'auditeur défie 3 vraies voix. C'est un match à 4. Et en plus, vous avez un artiste, donc est censé connaître un peu la chanson. On voit ça dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Et le match peut commencer. Le match du blind test auquel vous jouez, bien sûr, les auditeurs de Sud Radio. Le blind test de l'été. Nathalie Lebas ne part pas favorite. Elle ne connaît que les chansons dites de jeunes et je vous en remercie. Vous avez dit tout à l'heure, hors antenne, des fois il y a des chansons, on n'était même pas né. Si j'étais né. Nathalie Lebas est là. Rost, qui est artiste, alors qui n'en emmène pas large, parce que je suis nul au blind test, moi ça n'a jamais été mon truc. Et pourtant vous êtes artiste, vous faites des œuvres musicales, etc., etc. Thierry Blandinière, lui c'est la force tranquille, le président du CAB Brive. Il sait ce que c'est un match. Voilà. Facile. Je vous dirai après. Bon. Alors, les vraies voix, c'est bien beau, mais en face vous avez Benoît. Et Benoît depuis Limoges, il est comment en blind test, Benoît ? Ça dépend les chansons qu'il va y avoir. D'accord. Alors, lançons jeu. On fait un petit générique avant. Allez, un petit générique. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le thème, c'est le lumineux. Nathalie, Rost, Thierry et Benoît, à chaque fois que vous donnez le bon interprète, vous marquez 1 point. Il y a 9 extraits. Celui qui arrive le premier a gagné. C'est parti pour le premier extrait. Il rêve couché sur un parquet. Vous étiez née, Nathalie? Oui, elle était née. Nathalie était née. Calogero. Je vous ai senti hésitant, Benoît. Vous n'étiez pas loin, non? Non, pas du tout. Donc c'était une hésitation de dépit, alors. Bon, ça ne fait jamais 15-0-0-0. Extrait numéro 2. Natacha Saint-Pierre. Non. Axel Red, non? Non. Même sans toi, j'irais bien. Jennifer. Voyez Nathalie Lebas comment elle est. Voilà. Ça y est, vous avez pris les choses aux dames. Ça fait 2 points. Elle arrive en disant on connaît rien, les chansons, c'est elle qui mène. Thierry, ça va toujours? Ouais, ça va. C'est bien. J'attends ma génération. Alors ça arrive. 2-0-0-0, mais ça arrive extrait numéro 3. Marc Lavoine. C'est Benoît. Mais Benoît, vraiment, en cyclisme, on parle d'un pneu, d'une demi-roue. Benoît, vous rentrez dans les points. 1. On continue, extrait numéro 4. Michel Fugain, Thierry. Seul Rost n'a pas encore marqué. Merci de le faire remarquer. Très bien. Mais ça reste très 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 serré. Les Sud-Américaines, Michel Fugain. On est dans le lumineux, je vous le disais. Allez, extrait 5. Niagara, Thierry. Wow, bravo. 2 pour Thierry, 2 pour Nathalie. J'étais né. 1 pour Benoît, 0 pour Rost. Rost, un artiste. Je leur demande de me souffler, ils veulent pas. Ça va être pour vous, Rost. Allez, extrait numéro 6. Les chômeurs, j'adore. Philippe Catherine, Nathalie plus rapide. Nathalie, celle-là, je la connaissais. Nathalie, bah oui, quand même. Nathalie reprend la tête. Nathalie a 3 points. Il reste encore 3 extraits. Thierry a 2 points. Benoît 1. Donc Thierry et Benoît, vous pouvez encore gagner. Rose, vous ne pouvez vous contenter que d'égaliser. Extrait numéro 7. Le jour s'est levé. Téléphone. Ça y est, égalité là. On l'a dit tous en même temps. Marie Le Gall, notre réalisatrice, doit m'aider. C'était qui? Alors vous dites pourquoi il l'appelle Marie Le Gall? Parce que hier je l'ai appelée Marie Faye, mais parce qu'elle s'est mariée depuis quelques jours, donc elle m'a rappelé. Donc voilà, je le dis, Marie Le Gall, notre. C'est qui Marie?
Benoît? Non, Marie, non, Marie. C'est Benoît. Donc 3, 2, 2. On conteste pas l'arbitre. Voilà, très bien. Vous avez raison, Benoît. Attention, avant-dernier extrait. Gilbert Montagnier, Nathalie qui assure sa victoire sur ce coup, mais pour ceux qui n'auraient pas encore marqué et pour ceux qui ne sont d'une autre génération, voici le dernier extrait. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer c'est Hidalgo espagnol. Oui. Comment se llama? El señor Julio Iglesias, Thierry, qui prend la 2e place. Le classement est le suivant: médaille d'or Nathalie, médaille d'argent Thierry, médaille de bronze Benoît et pas de médaille pour Rost. Bravo, 0 pointé. Merci Benoît, c'était super sympa. Profitez bien de ce mois d'août à Limoges. Dans un instant, les infos, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. La France des médias nous les envie, je dirais même le Québec, la Suisse, enfin tout ce qui est francophone aussi, puisque nos 3 vraies voix sont d'une complémentarité redoutable ce soir et enrichissent nos débats. C'est le cas de Nathalie Lebas, conseillère régionale des Hauts-de-France. C'est le cas de Rost, réalisateur et fondateur de l'association Banlieue Active et artiste aussi. Et réalisateur, c'est artiste, bah oui aussi. Voilà. Thierry Blandinière, le PDG de In Vivo et le président du CAB Brive, qui a écouté les informations avec beaucoup d'intérêt. On a parlé rugby, bien sûr. Alors, tous les 3, nous fonçons au 0826 300 300, puisque vous répondez au challenge proposé depuis le Standard, géré par l'immense Zach, au 0826 300 300. Et vos sujets que vous nous proposez, les auditeurs de Sud Radio, c'est Fabrice, non, qui est avec nous? Non, c'est pas Fabrice. Oui, c'est ça. Si, c'est Fabrice, bien sûr. Le Pyrénéen d'Oloron-Sainte-Marie. C'est ça? Absolument, Frédéric. De quoi parle-t-on, cher Fabrice? D'un autre Pyrénéen que j'arrive plus à supporter, parce que si les Français... Ah oui, au fait, oui. les Français le supportent depuis 9 mois, moi depuis 40 ans. Alors, bonjour, quoi. Vous parlez donc de notre Premier ministre. Voilà, il paraît, ouais. Voilà. Il paraît, ouais. Alors, François Bayrou, que se passe-t-il? Non, moi je voudrais revenir sur quelque chose. Moi j'ai été un petit peu embêté, choqué par rapport, suite à son intervention, par rapport aux milliards d'économies, etc. D'entrée, il a su noyer le poisson, et tout le monde pendant quelques temps n'a parlé que des 2 jours de fériés en moins. Je dis pas que c'est pas grave, là-dessus il y a pas de souci. En revanche, moi ce qui m'a beaucoup plus choqué, c'est son attaque sur les gens atteints d'ALD. Et sa phrase, la phrase qu'il a sortie, qui est pour moi d'un abject absolu, quand il a dit 25% il y a 25% de Français atteints d'ALD de plus qu'en Allemagne. Je pense pas qu'il y ait 25% de malades de plus en France qu'en Allemagne. On rappelle, ALD, affection de longue durée. On rappelle. Voilà, affection de longue durée. C'est un sujet que, hélas, je connais assez bien. Parfois, les médecins peuvent mettre des mois, voire des années à vous détecter la maladie que vous pouvez avoir, parce qu'il y a des maladies orphelines, il y a des maladies immunodépressives, enfin voilà. Et parfois des médecins, ils tâtonnent, ils trouvent pas, ils font pas toutes les analyses qu'il faut, parce que ça coûte de l'argent et tout. Et puis à un moment donné, ils vous disent c'est peut-être ça. Là on le fait, et là on vous déclenche l'ALD après des fois des mois, et peut-être même des fois 2-3 ans de retard, avec toutes les conséquences que ça a. Donc comment peut-on, au nom du dieu argent, toucher à la santé des gens? Vous voyez, moi c'est quelque chose, ça m'horripile. J'ai un souvenir, je finis là-dessus, j'ai un souvenir, un jour, moi j'avais eu un élu qui, par rapport au stade de rugby d'Oloron, il n'y avait pas d'appareil, vous savez, par rapport pour le cardiaque, oui. De défibrillateur.
défibrillateur. Voilà, je lui avais dit, j'ai dit, c'est pas normal, il n'y a pas de défibrillateur. Il m'avait dit, mais tu sais combien ça coûte? Je lui avais répondu, et la vie humaine, est-ce que tu sais combien ça coûte? Voilà, là j'ai envie de répondre la même chose. On ne peut pas faire d'économie sur la vie humaine déjà. Moi, ça m'horripile. Bon, voilà. Magnifique coup de gueule de Fabrice, le Pyrénéen sur un autre Pyrénéen, François Bayrou, ça nous a bien fait rire aussi le début, hein, bien sûr. Après, ça nous fait moins rire, mais en y réfléchissant, alors rapidement, hein, avec les trois vraies voix autour de la table, Nathalie Lebas, le fait qu'on ait parlé plus des 2 jours de congé, c'était voulu parce que finalement, ça permettait de faire passer autre chose. C'est ce qu'on appelle la stratégie politique. C'est toujours une manière de noyer le poisson. Et ce que notre auditeur a dit, moi, j'adhère complètement, et ça reviendra avec mon coup de gueule de tout à l'heure, où vraiment aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur la santé des gens, où on considère que ça coûte de soigner. Enfin, déjà, c'est pas l'argent de l'État, faut arrêter de dire ça. C'est l'argent de la sécurité sociale. Cotisation, donc. Les cotisations des personnes qui ont travaillé et qui ont bien le droit de se soigner. Ça a été créé cette année, c'est les 80 ans de la sécurité sociale. C'est le moment de rappeler que ce sont les employeurs et les corporations qui sont mis ensemble au départ pour créer un système pour protéger la santé, la vie et la famille des travailleurs. Aujourd'hui, que les personnes aient le droit de se soigner, ça me semble légitime. Et aujourd'hui, on a des déserts médicaux, on a des lieux où en fait les gens sont pris tellement en charge longtemps après le début de la maladie que ça a dégénéré. C'est trop tard. Où la maladie va coûter beaucoup plus cher à soigner. Bon, Thierry Blandinière, cela étant, alors je vous donne le mauvais rôle, hein, mais je répartis. Ça n'empêche qu'il faut remettre un peu d'ordre, parce que ce n'est pas toujours très bien géré. Oui, alors moi, je suis pas palois, hein, donc vous l'avez compris, la section paloise, c'est un adversaire, donc le maire de Pau, voilà, on le connaît bien évidemment, depuis très longtemps. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est assez roublard et qui sait essayer de présenter son dossier pour faire passer un budget qui, aujourd'hui, personne ne peut passer un budget avec l'Assemblée qui a. Donc, il tente, je dirais, à la méthode béarnaise, quelque part plutôt paloise. Excellente sauce. À essayer une sauce béarnaise, à essayer de faire passer tout ça, en jouant sur toute la palette, en fait. Mais je pense pas qu'il veut cibler tel ou tel. En fait, il essaye de cibler assez large, et puis après, il va arbitrer, il va y avoir des discussions pour aller vers un consensus à la fin. Alors, est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. Il y a des postures au départ, bien sûr, les jours fériés, peut-être qu'il va lâcher 1 jour, 2 jours, on verra bien. Il va y avoir une négociation avec l'Assemblée, et peut-être que là, il va y avoir un compromis. À mon avis, c'est ce qu'ils cherchent. Donc la santé, bien évidemment, c'est prioritaire. Après, les contrôles, c'est aussi important. Donc les contrôles sur le chômage, les contrôles sur la sécurité sociale. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop d'évasion quelque part. Il y a l'évasion fiscale, mais il y a aussi l'évasion sociale. Et donc ça, il faut le contrôler. Parce que c'est nous qui payons quelque part à la fin aussi. Rost, sur le coup de gueule de Fabrice, compréhensif, hein? Ah non, mais c'est tellement légitime et ça me élémentaire en plus que évidemment je ne peux qu'aller dans ce sens-là. La question de l'éducation et la santé, ce ne sont pas des coûts, ce sont des investissements. Oui. Ça devrait même pas être, enfin ça devrait pas être un sujet. Mais depuis quelques années, on a évidemment une politique qui vise à enlever tout ce qui est public pour que les gens aillent vers le privé. C'est ce qu'on favorise dans tous les domaines, même vous voyez, pour les retraites, etc. On pousse les gens vers le privé. Donc il y a des gens qui ont intérêt, qui sont là, leur mission c'est ça, c'est de pousser les gens vers le privé. Sauf que tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des cliniques. Quand vous voyez le temps d'attente pour avoir un spécialiste et les conséquences que ça a justement sur la santé des gens, moi j'étais choqué sur la question de l'ALD. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on se dise qu'on... Et ce que dit Nathalie, c'est notre argent finalement. Mais c'est ça le pire. Et puis il nous parle de... on dit qu'il faut... Oui, il faut faire la chasse à la fraude sociale. Mais c'est environ entre 1 et 2 milliards d'euros à peu près. Elle parle de 5 à 6 milliards. Mais... les spécialistes c'est bien si on les règle. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais évidemment, moi je trouve ça, enfin, logique implacable. Ça me paraît, les gens qui font ça, je ne comprends même pas d'ailleurs, mais bon, bref. Mais on a l'autre, qui est la fraude fiscale de leurs amis à eux, aux dirigeants, qui est aux alentours de 110 milliards d'euros. Pourquoi on ne s'attaque pas à ça ?
Bien, alors vous avez vu, hein, Fabrice, vous nous avez appelé au 0826 300 300, vous nous les avez mis à fond. Hein. Entre le briviste qui parle du palois, l'élu qui parle de l'autre élu, l'artiste qui... Enfin, voilà. Revenez quand vous voulez, Fabrice. Merci Fabrice. Dans un instant, on parle d'un des gros dossiers du jour, la pollution plastique. On va y revenir, il y a une grosse conférence à Genève et c'est Félix Mathieu qui va revenir là-dessus. Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Le plus de l'info avec donc cette... une rencontre au sommet, oui, vraiment, hein, à Genève, puisque ça concerne l'avenir de la planète. 180 États et l'ONU tentent de s'attaquer à l'invasion de la pollution plastique. C'est Félix Mathieu qui nous en parle. Félix. Oui, ils ont 10 jours, c'est 176 États pour tenter d'écrire ensemble le premier traité mondial qui viserait à réduire ce fléau. En réalité, les négociations sont engagées depuis 3 ans, depuis l'Assemblée générale de l'ONU de Nairobi. La pollution plastique est partout, on le sait désormais, comme l'a rappelé le président de la session en ouverture, le diplomate équatorien Luis Veras Valdivieso. We are facing a global crisis. Plastic pollution is damaging ecosystems. Nous sommes confrontés à une crise mondiale, dit-il. La pollution plastique endommage les écosystèmes, pollue nos océans, nos rivières, menace la biodiversité, nuit à la santé humaine, impacte de façon injuste les plus vulnérables. L'urgence est réelle, les preuves sont claires et la responsabilité nous incombe. 176 États avec d'un côté certains, dont les Européens, qui espèrent un traité contraignant avec des mesures pour réduire la production, la consommation de plastique. Et de l'autre côté, des pays pétroliers qui font de la résistance, qui freinent, qui répondent grosso modo qu'il suffirait de mieux recycler. Il faut dire qu'avec la montée en puissance de la voiture électrique, ils craignent de perdre un deuxième débouché si on réduit trop cette fois le plastique. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, une ONG qui lutte justement contre la pollution plastique dans la mer. Elle se trouve en direct justement de Genève. Bonsoir Muriel Papin. Bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde, vous nous le confirmez à Genève, c'est un gros événement, hein? Ah bah bien sûr, c'est un gros événement international. C'est la 6e rencontre, 5.2, puisque c'est la suite de celle de Corée en décembre dernier. Et il y a, comme vous l'avez dit, près de 200 États et puis de nombreux scientifiques, de nombreuses associations et aussi de nombreux lobbies, malheureusement. Eh oui. Et justement, vous avez espoir que ce sommet débouche sur du concret ou ça va être compliqué d'après ce que vous avez pu voir et entendre sur place à Genève pour le moment ? Écoutez, là c'est le tout début, donc c'est difficile de voir, mais ce qu'on avait vu à la fin des dernières négociations, c'est qu'il y avait un élan d'une centaine de pays, qu'on a revu d'ailleurs à Nice pendant la conférence sur l'océan. 100 pays qui sont ambitieux, qui veulent un traité qui adresse tout le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire depuis l'extraction de pétrole jusqu'aux déchets, qui traite aussi des microplastiques, des risques pour la santé, des additifs chimiques, et ces pays-là, ils sont très déterminés. Donc voilà, on peut avoir espoir qu'ils résistent face aux pays qui ne souhaitent pas un traité ambitieux. Et malheureusement, là, on a vu que les États-Unis semblent avoir rejoint les pays pétroliers dans cette voie-là. Grosso modo, le clivage, c'est que ces pays nous disent qu'il suffirait de mieux recycler et que tout ira bien. Finalement, là où vous, par exemple, vous militez pour réduire la consommation, la production de plastique. Ces pays défendent leurs intérêts, donc ils regardent pas la science, ils regardent pas les évidences. En fait, on sait tous, on le voit tous, on n'arrive pas à faire face au plastique qui est déjà existant. On n'y arrive pas. On sait tous que les plages sont polluées, que notre corps est pollué par les microplastiques, les nanoplastiques. Maintenant, c'est connu, ces informations-là. On sait qu'il y a des risques sanitaires. On sait même que les bébés naissent pré-pollués aux microplastiques, aux nanoplastiques. Donc, en fait, l'évidence scientifique, elle est là. Donc, la résistance, c'est uniquement une résistance économique. On a eu l'occasion d'en parler, alors il y a 2 semaines sur Sud Radio, où un de nos spécialistes nous disait qu'on avait tous une cuillère à café de plastique dans le cerveau. Vous confirmez, Muriel Papin ?
Oui, on a une cuillère à café de plastique dans le cerveau. Et pour moi, le pire du pire, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'il y a des micro-nanoplastiques dans les placentas du côté du fœtus, et qu'on sait que les fœtus naissent déjà très pollués au plastique et aux additifs chimiques. Voilà, donc c'est vraiment ça l'enjeu. Enfin, il y a énormément d'enjeux, mais je trouve que ça nous interroge beaucoup sur notre responsabilité par rapport aux générations futures. Ouais. Alors, restez bien avec nous, justement, c'est le principe de l'émission, on va interroger nos vraies voix. Conscient de cette problématique, Rost ? Oui, ça fait très longtemps que c'est un vrai sujet. Moi, qui est mon ONG pour la scolarisation des filles en Afrique, donc je fais beaucoup d'allers-retours là-bas depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et je me rends compte on le voit partout où on va. Les sacs, en plus, les sacs noirs là, c'est les pires. Et il y en a partout en Afrique, partout. Tout ce qu'on te vend à manger, ils le mettent là-dedans. Donc c'est déjà... il y a des gens qui essayent de lutter contre ça, et on le voit même ici au quotidien. Hein. De toute façon, comme on dit, c'est comme lorsqu'on réautorise des produits qu'on sait qu'ils sont cancérigènes pour les gens, tout simplement parce qu'on dit que c'est ce qui permet de produire plus. Moi, je dis qu'on devrait mettre en place une nouvelle loi pour que tous les politiques, à un moment donné, qui prennent des décisions à un moment donné, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'il y a des conséquences sur les populations, qui répondent de ça, que même ça s'ils sont plus en engage. place. Que ça les engage. Thierry Blandinière, on parlait des lobbies, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez conscience que il y a des enjeux énormes sur le plastique. Tout part du pétrole, en fait. Ouais. Donc, sans le pétrole, il n'y a pas d'économie. Donc, j'entends, bien évidemment... Tout le monde est concerné, on a tous des enfants, on pense tous au futur. Mais quelles sont les solutions ? C'est ça la question. C'est comment travailler sur les solutions, sur les grandes transition énergétique, comment travailler sur autre chose que le tout pétrole demain. Ce qui n'est pas évident, c'est le prix. Parce que derrière tout ça, finalement, c'est très compétitif. Et c'est très pratique. Et donc, substituer des sacs plastiques par d'autres sacs, c'est plus coûteux. Et c'est vrai qu'en Afrique, j'étais il n'y a pas longtemps à Dakar, on a observé effectivement plein de plastique partout. Et c'est dans les pays en voie de développement qu'il y a le plus de problèmes. Je pense qu'en Europe, dans les pays matures, on a pris conscience de ça, même si on a beaucoup d'efforts à réaliser sur tout ce qui est recyclable. On commence à travailler là-dessus, sur le fait de travailler sur le verre. Mais si on travaille avec le verre, c'est pareil, c'est du pétrole. Donc comment travailler les nouveaux emballages, c'est quand même la question. Donc les solutions ne sont pas évidentes. Justement, Thierry, je reviendrai pour conclure avec vous, Nathalie Lebas, mais posons la question à Muriel Papin. Muriel Papin, vous avez, à l'occasion de cette conférence à Genève, des propositions concrètes à faire dans ce sens-là. Bien sûr, oui, on a énormément de propositions et nous on travaille énormément sur les solutions, et je voudrais dire qu'il y a plein d'entrepreneurs en France et dans le monde qui travaillent sur les solutions alternatives. Donc en fait, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui pourraient aussi profiter d'interdictions sur les plastiques. Une des solutions, alors elle est basique, c'est de remplacer l'eau embouteillée à l'échelle mondiale par des réseaux d'eau. Nous, on milite beaucoup là-dessus. Et en plus, on a des champions du traitement de l'eau en France. Donc, typiquement, je veux dire, c'est un sujet sur lequel, économiquement, on aurait intérêt à aller. Et puis après, c'est tout simple, c'est qu'on peut avoir des emballages qui ne sont plus des emballages à usage unique, mais qui sont des emballages à usage multiple qu'on va réutiliser, et notamment en verre. Et là, le verre devient très compétitif. Et il y a tout un programme qui a été mis en place en France, qui a débuté sur le réemploi dans les régions nord et à l'ouest. Donc vos auditeurs de ces régions peuvent commencer à l'utiliser, et ça permet de retrouver sa compote, ses petits pois, etc. dans des emballages en verre réutilisables. Alors ça tombe bien, nous avons une des conseillères régionales des Hauts-de-France, Nathalie Lebas. Pour conclure, on s'aperçoit que finalement, pour le coup, nous on fait, mais c'est à l'échelle de la planète aussi. Alors moi j'ai envie de dire 2 mots, éducation et recherche. Alors l'éducation, parce qu'il faut aussi que les gens apprennent à pas jeter n'importe où. Oui, ceux qui sont à la plage, s'il vous plaît, arrêtez de jeter, c'est insupportable. Moi, à un moment, je vais me fâcher. Aussi la recherche, parce qu'on a des industriels qui font des choses vraiment très très bien. Moi, j'ai visité des entreprises qui ont vraiment investi pour l'écologie, aussi pour le recyclage. Aujourd'hui, les bouteilles en plastique, on peut les recycler. Donc c'est aussi investir pour recycler et moins polluer, et que ça, on n'ait plus ces 12 millions de tonnes dans l'océan qui s'écoulent. Que ça fasse un cercle vertueux. Et oui, pour conclure, Nathalie. Et on a des choses, par exemple, même chose, on a des filets de pêche
qui sont possiblement biodégradables. Donc on peut avancer ça, mais il faut investir dans la recherche et il faut investir dans l'éducation et le civisme. Bon, merci beaucoup de nous avoir amenés sur cette question, Félix Mathieu. On suivra, évidemment. Vous nous tiendrez au courant, Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, de ce qui s'est dit à Genève, c'est promis. Mais oui, avec plaisir. Mais surtout, je veux dire une chose, il ne faut pas miser uniquement sur le recyclage. C'est un leurre. On ne s'en sortira pas en pensant que recyclage. Il faut penser réduction et réemploi prioritairement. Vraiment, c'est le message central et c'est le message central qu'on délivre aux négociateurs ici. Bon, allez, et ainsi va la réflexion sur un monde meilleur. Ça se passe ici, sur Sud Radio. À tout de suite. C'est un moment important parce que vous avez jusqu'à présent, les auditeurs de Sud Radio, apporté vos sujets de réflexion. J'ai apporté avec toute l'équipe qui m'aide, Félix Mathieu, Paul Vinel, Aurore Cachia, Zach au standard, notre réalisatrice aussi, Marie Legal. On vous a apporté nos sujets. Là maintenant, les vraies voix nous apportent leurs sujets. Je vous les représente. Nathalie Lebas, conseillère en communication et conseillère régionale des Hauts-de-France. Rost, artiste, fondateur de l'association Banlieue Active. Thierry Blandinière, PDG de InVivo et président du club de rugby de Brive. C'est parti. Qui est partant pour un deuxième tour? Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table. À mon tour. Le tour de table. De l'actualité. Nous commençons par vous, Nathalie Lebas. Coup de gueule sur l'état des hôpitaux. Ça risque de durer, vous savez que c'est limité. Oui. Mais je compte sur mes collègues pour rebondir. Alors, moi, je voudrais rappeler que pendant le Covid, tout le monde applaudissait nos soignants. Tout le monde disait qu'il fallait plus de moyens pour nos hôpitaux. Et au final, on voit quoi? On se retrouve avec... Alors aujourd'hui, désolé, les médias, on parle plus beaucoup, mais moi, j'avais envie de ramener le sujet parce que c'est un sujet qui compte pour tout le monde. À la fois pour nos soignants, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on manque de soignants, mais il faut vraiment avoir envie d'être soignant, parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce de maltraitance au travail pour eux, où ils se retrouvent dans des conditions incroyables à devoir nous soigner, nous guérir, sauver des vies, et on se retrouve à ne pas leur donner les moyens, à les mettre en difficulté. Et avec un salaire... Avec des salaires parfois dérisoires. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple de mon territoire, où j'ai un groupement hospitalier GHPSO, qui pourtant il a déjà été condamné. Il y a quelques jours, il a été notamment condamné pour l'homicide involontaire d'un bébé en 2017. Donc on est dans les Hauts-de-France, où exactement? À Creil-Senlis. Ouais. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Et mais aujourd'hui, on a les soignants qui eux-mêmes vont parler. Alors certains à visage couvert parce qu'ils ont peur de représailles, mais ils nous parlent eux-mêmes de maltraitance involontaire, où ils nous disent que c'est un crève-cœur pour eux parce qu'ils ne savent pas comment gérer le système. Ils sont épuisés, ils sont démunis, ils sont dans un système de souffrance au travail, et en face, c'est la souffrance des patients aussi, la souffrance des familles. On se retrouve avec des patients qui restent près de 12 heures aux urgences. Certains n'ont pas de lit. On se retrouve sur des brancards dans les couloirs, parfois même sur des chaises, parce qu'il n'y a plus de moyens mis à disposition. On a vu un témoignage d'une auditrice qui nous parlait de son séjour à Fontainebleau, où elle a failli mourir en urgence. Et après, en pleine canicule, il n'y avait pas de climatisation dans sa chambre. Donc ça a été l'horreur. Voilà. Et clairement, pour moi, c'est un problème de gestion. Alors, il y a un problème humain, il y a un problème de nombre de patients, mais il y a aussi un problème de gestion. Parce que si je prends l'exemple de cet hôpital, l'État n'a pas rien fait. L'État a injecté 60 millions d'euros. Mais sur ces 70 millions d'euros, il y a déjà 40 millions qui allaient directement dans l'administratif et le paiement des dettes. Et c'est complètement stupide. On se retrouve en plus à avoir aujourd'hui des fournisseurs qui ne veulent plus travailler avec parce qu'ils ne sont pas payés, et ça met en danger leur entreprise. Moi, j'ai encore un chef d'entreprise qui m'a interpellé il y a quelques jours en me disant: je vais me mettre en redressement judiciaire parce que l'hôpital m'a pas payé. C'est quand même une aberration quand l'État rappelle aux entreprises de respecter les délais de paiement, et puis aussi les conditions de travail. Moi, j'ai vu récemment, en fait, le SMUR qui indiquait qu'ils étaient obligés de fermer la porte arrière de leur véhicule avec un garrot d'infirmier. Mais où va-t-on? C'est une aberration dans un pays comme la France. Plaidoyer très fort, Nathalie Lebas, le coup de gueule sur les états des hôpitaux. Vous apportez chacun votre dossier. Je vous fais pas intervenir sur le sujet
sujet de l'autre, comme ça on aura plus de temps. Sujet pour Rost, l'appel de Netanyahou, Benjamin Netanyahou, à la Croix-Rouge. Oui, c'est un sujet sur lequel je voulais intervenir parce que c'est le sujet chaud du moment qu'il faut traiter. Souvent, on nous demande de le traiter avec délicatesse, mais on peut plus aujourd'hui se taire. Moi, j'ai l'impression d'être dans un monde où l'humain n'existe plus, où la vie humaine n'a plus de valeur, où on peut trouver toutes les raisons du monde pour justifier des massacres, quels qu'ils soient. On a tous condamné le 7 octobre et la barbarie de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens qui continuent de soutenir ce qui se passe à Gaza, de mon point de vue, au nom de ce qui s'est passé le 7 octobre, je suis désolé, ce n'est plus possible de l'entendre. On a un Benjamin Netanyahou on a à peu près 200 journalistes qui ont été tués depuis le 7 octobre par l'armée de Netanyahou. On a des organisations humanitaires qui ont eu des gens qui ont été tués aussi à Gaza. On a un gouvernement d'extrême droite israélienne qui est avec Netanyahou, qui passe son temps à cracher sur les gens qui essayent de faire leur boulot sur le terrain. Et avec une opposition israélienne, ce qui nous permet de rappeler de ne pas globaliser, et c'est le problème dans ce conflit. Si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'Israël. Je n'utilise pratiquement jamais le mot Israël, parce que je sais qu'il y a des gens là-bas qui manifestent avec les photos des enfants palestiniens qui ont été tués. Donc, la situation, elle n'est pas uniforme. Donc, vous ciblez sur Benjamin Netanyahou. Moi, je suis un homme de lettres et je suis très attaché à la sémantique et les mots ont un sens. Donc, je fais très attention à ça. Et c'est pas tous les gens de confession juive qui soutiennent ce qui se passe là-bas. Donc, il faut être très vigilant là-dessus et le rappeler aussi aux uns aux autres qui font des amalgames qui sont pour moi très dangereux. Donc, je parle de Netanyahou et de son gouvernement et de sa politique. Et ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on soit unanime. Il a traité toutes les organisations internationales d'organisations terroristes. Il les a tous fait dégager de la bande de Gaza pour ne pas qu'ils rapportent exactement ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on a vu ces images qui sont atroces des otages. Toutes les images des victimes sont atroces. Exactement. Et donc, on a vu aussi pendant des mois et des mois, dans l'indifférence totale, les images atroces des enfants qui sont affamés par la politique de Netanyahou, qui refuse que l'aide humanitaire rentre là-bas. Et aujourd'hui, il fait appel à ces mêmes organisations qu'il a traitées de terroristes pour venir l'aider par rapport aux otages. Nous devons nous battre tous pour que les otages retrouvent leur famille, pour ceux qui sont encore vivants, mais aujourd'hui, on ne peut pas, en tant qu'être humain, normalement constitué, on ne peut plus accepter ce qui se passe à Gaza et nos politiques sont des lâches là-dessus. Macron avait fait une déclaration en disant qu'il allait reconnaître la Palestine. Il a fait marche arrière, sous des pressions. Il vient de refaire une annonce. Moi, j'attends septembre pour voir ce qui va réellement se passer. Mais nous devons continuer tous de nous battre. On a condamné, et je le redis encore une fois, moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui s'est passé le 7 octobre est une barbarie inacceptable. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas justifiable sur le massacre des Gazaouis. Voilà, c'était le sujet de Rost et que, encore une fois, clin d'œil, qu'on nous dise pas que sur Sud Radio, tous les points de vue ne s'expriment pas. Il faut juste l'exprimer avec intelligence et réflexion. Votre sujet, Thierry Blandinière, retour sur la loi du plomb. Ben oui. On est dans le rugby. Hein. C'est super. Et la pétition, plus de 2 millions. Hein, plus de 2 millions. 3 millions. Ouais, 3 millions maintenant. 4, on y plus après. Ouais. Donc en fait, non, je voulais simplement revenir, puisque c'est la pause pendant l'été, là, tout le monde peut se poser un petit peu, pour revenir à des choses très rationnelles. Cette loi du plomb, elle répondait à une attente très forte des agriculteurs. Il y a eu nombreuses manifestations, vous vous rappelez, des agriculteurs dans la rue, où on disait finalement on marche sur la tête.
Ils avaient retourné les panneaux des villages, vous savez, on marche sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on interdisait en France ce qu'on autorisait dans les produits importés. Donc c'est une injonction contradictoire. Et donc ça, c'était massif. Et donc tout le monde a dit, c'est super, il faut juste essayer quelque part de mettre une loi en place qui règle ce problème. Et la loi du plomb, c'était ça. Alors après, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais c'était ça au début. C'était essentiellement d'harmoniser les règles européennes. Que ce soit les mêmes normes en Allemagne, en France, dans tous les pays européens, en Belgique et autres. C'est juste ça. C'est aussi simplifier le côté administratif, la bureaucratie qu'on retrouve ça a été dit dans les hôpitaux, mais qu'on retrouve partout. Et donc, comment simplifier, faire un choc de simplification. Pour vous, ça doit partir d'une règle du jeu équitable pour tout le monde. Qui renvoie la compétitivité, de la souveraineté à l'agriculture française. Voilà. Bon, après, on arrive sur des débats politiques, j'entends bien, c'est que du coup, quand on fait ça, et quand on s'aligne sur une norme européenne, on arrive sur, finalement, qu'il faut réhomologuer en France certains pesticides qui sont homologués au niveau européen jusqu'en 2033. Alors, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut pénaliser l'agriculture française de ce qu'on autorise en Allemagne et en Belgique ? Est-ce que les betteraves qui sont en Allemagne ou en Belgique, qui vont en France pour faire du sucre, c'est les mêmes ? Et pourquoi pénaliser l'agriculteur sur le manque de moyens pour avoir de la productivité, de la compétitivité ? En face, il y a l'argument santé. Et en face, il y a l'argument santé, mais l'argument santé aujourd'hui, qui a été traité, puisqu'en Europe, tout le monde l'a accepté. Donc, de quoi on parle quand on parle d'argument santé ? On sait très bien que les émotions sont très fortes, on sait très bien qu'il y a le côté dogmatique de certains. Et je comprends la pétition. Et je comprends pourquoi, si on parle que de l'argument santé et qu'on dise, mais on va réintroduire un pesticide qui apporte du cancer, dans ce cas-là, 2-3 millions, c'est pas assez. Ça devrait être 50 millions, la pétition. Mais c'est pas ça, la loi du plomb. Donc j'espère qu'on va revenir à la raison, qu'il y aura un débat à l'Assemblée pour faire de la pédagogie sur cette loi. Là encore, on entend les arguments sur Sud Radio des deux côtés et c'est toujours très, très, très pertinent. On y reviendra, c'est évident. Alors, on y revient dans un instant. Il est 18h40, c'est l'heure du coup de projecteur. Moi, je vous pose la question, peut-on vivre sans jamais utiliser d'argent liquide ? Eh bien, pour Gérald Darmanin, cette option permettrait de compliquer significativement les activités des trafiquants de drogue. Ok, mais comment faire quand notre carte de crédit et le terminal de paiement bug ? À un moment où les chèques disparaissent de notre quotidien, la marge de manœuvre se réduit. Aussi, nous vous posons la question pour notre débat, êtes-vous favorable à la généralisation de la carte de crédit comme moyen de paiement ? Notre invité qui nous éclairera sur le thème, Pierre Bosch, président de la Confédération des commerçants de France, qui est avec nous juste pour lancer le débat, mais en quelques secondes, cher Pierre Bosch, sans liquide, c'est injouable pour les commerçants ? Non, ça n'est pas injouable. Le problème, il n'est pas tant du côté des commerçants que du côté des consommateurs. Franchement, aujourd'hui, l'immense majorité des commerçants sont équipés de terminaux de paiement. Bon, alors on verra justement, c'est important ce que vous dites parce que les Français ne s'y sont pas trop mis. Et c'est tout l'intérêt de ce débat. On y retourne, mais vraiment dans quelques petits instants. Allez, nous sommes de retour avec nos trois vraies voix. Vous les avez vues, particulièrement complémentaires et riches en réflexion. Nathalie Lebas, conseillère régionale des Hauts-de-France. Rost, artiste, fondateur de l'association Banlieue Active. Thierry Blandinière, PDG de InVivo et président du club de rugby de Brive. On y va pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. L'argent liquide reste un mode de paiement largement utilisé. Toutefois, avec la généralisation d'Internet, les paiements par carte bancaire ou avec smartphone tendent à devenir la norme pour les achats du quotidien. Malgré toutes ces innovations, les Français sont à la traîne. Ben oui, il faut le dire, c'est comme ça. Les Français, si on les compare aux consommateurs de la zone euro notamment, sont plutôt attachés au cash et gardent encore beaucoup d'argent liquide chez eux. Qui cache de l'argent? Levez le doigt autour de la table. 10 euros. C'est bien. La Direction générale des finances publiques engage parallèlement une réflexion sur l'acceptation des chèques comme moyen de paiement par le Trésor public. Le nombre de chèques encaissés a chuté de 72% en 10 ans à environ 40 millions en 2024. Alors nous vous posons la question finalement, en faisant la synthèse de tout ça, êtes-vous favorable à la généralisation
l'utilisation de la carte de crédit comme moyen de paiement. Eh bien, vous les auditeurs, vous dites non à 86%. Ça montre bien, et cher Pierre Bosch, donc président de la Confédération des commerçants de France, ça montre bien que les Français sont attachés au cash, au liquide, et ça, c'est bien ça la base de la réflexion, Pierre Bosch. Oui, puis il y a une réalité. Aujourd'hui, 43% des transactions sont toujours réglées en espèces. Et 48% par carte. Donc en 2024, il y a eu cette bascule. Le nombre de paiements par carte a dépassé le nombre de paiements en espèces. Et contrairement à ce que vous affirmiez précédemment, les Français payent davantage par carte que nos voisins européens. Alors c'est une mauvaise information que j'ai eue alors du coup. Absolument. Ouais. 48% des paiements en France sont faits par carte contre 39% dans la zone euro. Et le cash est beaucoup plus utilisé dans le reste de la zone euro qu'en France, puisqu'il s'agit de 52% des paiements effectués en liquide dans la zone euro, contre seulement 43% en France. Des pays comme l'Allemagne utilisent encore massivement le cash. Ouais, d'accord. Donc en fait, la France là-dessus n'est pas en retard, mais il y a quand même une vraie réalité. Plus de 40% des paiements aujourd'hui sont encore effectués en espèces, et c'est encore plus vrai pour les paiements de proximité. Ouais, j'avais lu une étude sur un média. Alors je tairai le nom parce que vous apportez une contradiction, mais effectivement c'est important de le préciser. Restez bien avec nous, hein, Pierre Bosch. Réaction autour de la table. L'histoire de cette carte bancaire, Nathalie Lebas, c'est pas aussi simple que ça. Alors c'est pas aussi simple que ça, notamment pour les personnes âgées. Moi, je vois mes parents, je suis pas sûre qu'ils soient capables d'aller dans un distributeur d'essence ou autre. Aujourd'hui, ils vont toujours au guichet. Et quand vous êtes sur des territoires ruraux, c'est important aussi pour le lien social, de pouvoir avoir une discussion et de pouvoir payer en espèces. Ça permet aussi aux personnes qui ont des difficultés à gérer leur budget de se rendre compte. Quand vous avez l'argent liquide, vous vous rendez compte de ce que vous devez penser. Alors quand vous payez par carte, c'est un petit peu immatériel. Et puis, pour certains, on dirait que c'est une question de confidentialité, parce qu'on n'a pas forcément envie de savoir que notre banquier sache tout ce qu'on dépense et tout ce qu'on va consommer. Je donne un exemple tout à l'heure, ça va vous faire rire, mais imaginez, je vais acheter un petit cadeau dans un sex shop. Voilà. C'est votre droit, monsieur Brindel. C'est légal. Si je paye en carte et que je ne veux pas que, par exemple, ma femme soit au courant du prix, hein, pas le fait que j'y suis allé. Non, mais c'est vrai. Si vous avez envie de lui faire un cadeau, vous ne voulez pas qu'elle connaisse le montant de ce cadeau. Voilà, uniquement pour ça, vous avez bien compris. Il y a une histoire de liberté aussi, de confidentialité, Thierry Blandinière. Ça renvoie au monde d'aujourd'hui et de demain qui va être complètement digitalisé avec les datas. Comment protéger nos datas, nos données personnelles. C'est ça derrière la carte bleue quelque part. C'est nos datas personnelles. Comment les protéger. Et pourtant c'est le sens de l'histoire. Si je fais le lien avec le disque, par exemple, la musique, on a commencé avec le vinyle, le CD, et maintenant c'est tout ce qui est stream. Hein. Voilà. C'est triste d'ailleurs, c'est tellement beau. Enfin, les jeunes reviennent au vinyle. Voilà. Oui, alors bon, c'est un peu vintage, sont des cycles, mais quand même. Donc nous, on est parti dans cette direction-là. La technologie va nous emporter. La question, c'est la réglementation. Comment on sécurise nos données? Comment on est sûr que quelque part, ce qu'on met en ligne quelque part, c'est protégé et ça nous est personnel. Et ça, aujourd'hui, c'est pas gagné. On voit les cyberattaques dans les entreprises. Je vois aujourd'hui, on a pas mal de cyberattaques de Russie, par exemple, parce qu'on fait partie des grands groupes, le groupe ciblé dans l'agriculture. Donc, oui, vous, en plus, votre activité in vivo, on est tout le temps. On investit quelques centaines de milliers d'euros dans tout ça pour nous défendre. Mais c'est hyper violent. Et les Russes sont là. Et ils attaquent systématiquement tous les grands groupes aujourd'hui français. Il faut le savoir. Donc les datas, on n'a pas envie qu'elles partent en Russie. Oui, aussi. Alors bon, je continue le tour de table. Je rappelle, nous sommes avec Pierre Bosch, le président de la Confédération des commerçants de France. Mais réaction d'un autre Pierre, d'ailleurs, depuis Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bon, favorable ou pas? C'est une vraie question, ça, hein? Non, contre l'obligation de la carte de crédit. J'ai eu deux problèmes. Donc, l'année dernière, enfin, j'étais pas le seul à l'avoir, c'est que tous les clients d'une grande banque française se sont retrouvés pendant une journée avec les cartes bloquées.
Ah ouais. Il y avait un bug, on ne pouvait plus payer pendant une journée. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent liquide et que les cartes sont bloquées? Moi, je pensais aux gens qui étaient sur l'autoroute, qui pouvaient pas payer leur essence, ou même au péage, qui pouvaient pas payer. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que j'ai eue il y a 3 ans, une erreur de ma banque m'avait bloqué ma carte de crédit. Donc, mais quand je dis bloqué, c'était bloqué, quoi. Donc j'ai attendu 15 jours avant d'en avoir une nouvelle. Bon, Pierre, vous venez de faire un heureux, parce que j'ai eu Rost tout à l'heure avant de préparer l'émission. Il sortait de sa banque, je l'ai jamais vu autant énervé que ça. Mais merci, hein, Pierre, pour cette intervention. Alors, cas concret, je vais confronter ce que Pierre de Toulouse a dit à ce que Pierre Bosch, le président de la Confédération des commerçants de France, vous aussi, vous avez cette problématique du bug, quoi, parce que souvent, moi, je vais au marché, il y a des soucis, hein. Ça, c'est un vrai exemple. Non, vous avez absolument raison. Parfois, la connectivité n'est pas là, et notamment pour les commerçants itinérants. Les marchés en sont un bon exemple, les brocantes, les foires aux antiquaires, etc. Et puis, effectivement, il peut y avoir une panne de réseau. Et c'est tout à fait vrai. C'est pour ça, donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les moyens de paiement. Moi, je suis persuadé que le liquide a encore un long avenir devant lui. Et je voulais simplement revenir sur l'aspect data, parce que je pense que c'est un aspect important. Et on ne dit pas assez qu'on a un opérateur souverain en France qui s'appelle CB. Et toutes les transactions qui passent par CB, les datas sont conservées en France. Si vous passez par Visa, par Amex, par Mastercard par exemple, qui sont des opérateurs américains, vos datas, vous ne savez pas où elles circulent. Et en réalité, le consommateur ne maîtrise pas cela, puisque c'est ce qui est piloté par la carte et par le commerçant. Donc votre carte, elle est soit compatible CV, Visa, etc., soit seulement Visa, et vous ne le savez pas forcément, il faut regarder le logo sur la carte. Et il n'y a pas d'obligation à avoir un cologotage CB encore en France. Et puis, c'est le commerçant qui, finalement, sur son TPE, décide quel est le réseau qui sera utilisé par défaut. Donc, CB, Visa et oui. Pour ça que certains font American Express ou pas, par exemple. Voilà. Mais alors, vous dites, CB, c'est une assurance, d'une certaine manière. Une assurance que vos données ne sortent pas de France, et d'autre part, c'est une assurance pour le commerçant d'avoir les commissions les plus basses. Parce qu'accessoirement, les commissions de CB sont nettement plus basses que les commissions des services américains. Thierry Blandinière, sur ce... deux secondes, Pierre Bosch. Oui, le consommateur s'en rend pas compte. Pierre Bosch donc disait quelque chose. Thierry Blandinière, réaction. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez. Simplement, le coût, je voulais simplement rebondir là-dessus, c'est le coût quand même de la carte de crédit. Aujourd'hui, c'est aussi un frein à l'utilisation. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même des coûts très minimes. Mais aujourd'hui, ça coûte aujourd'hui. Donc, on ne peut pas passer simplement à 100% en carte de crédit avec un coût pareil. Oui. Donc, il y a un enjeu de prestation des banques. Rost, il y a pas mal d'enjeux derrière. Vous y avez pensé, votre point de vue, chèque. Alors on parle du liquide et des cartes, mais chèque aussi, quoi. Tout cela se réfléchit. Ils veulent supprimer. Leur objectif, c'est de supprimer le chèque et l'espèce. Bon, voilà, parce qu'ils veulent contrôler tout. Ils veulent contrôler tout. Quand vous dites qui ? Mais non, mais les politiques, ça fait très longtemps qu'ils veulent... vous leur en voulez aujourd'hui. Mais non, mais parce que c'est une réalité. Voilà, ils veulent contrôler tout ce qu'on fait. Donc, il y a la question de la data, mais on le dit pas assez, c'est fondamental. Quand j'étais au Conseil économique et social, on avait rendu un rapport là-dessus. Et on ne se rend pas compte... La troisième guerre mondiale, aujourd'hui, pour l'instant, c'est la data. Et là, quand vous rentrez en plus, vous voyez, avec tout ce qui se passe avec le développement de l'IA, comme vous savez, j'ai repris mes études cette année. Oui, et bravo pour votre diplôme. Merci beaucoup, merci. Double master, monsieur, avec mention. Ça va, on ne rajoute pas, Rost. Et justement, mon mémoire était sur le directeur de cabinet et l'IA. Et avec les questions des data. Les questions des data aujourd'hui, c'est fondamental. Et ce qu'il dit justement sur la question de CB. Pierre Bosch, oui. Voilà, parce que c'est en France que les choses sont localisées. Et là, on a une sécurité. Parce que même dans les municipalités, par exemple, il y a des gens qui refusent aujourd'hui d'utiliser l'IA, tout simplement parce que les informations sur les questions géopolitiques, sur les questions stratégiques, etc., c'est un vrai problème. Et donc,
sur la question des paiements, c'est exactement la même chose. Et puis moi, j'ai pas envie qu'on me suive à la trace de ce que je paye. Et vous avez vu en Espagne, il y a quelques jours, là, il y a 3 semaines, un mois de ça, où ils avaient une coupure d'électricité totale sur tout Barcelone. Voilà. Et pendant plusieurs jours, les gens ne pouvaient pas utiliser leur carte bancaire. Bon, alors une nouvelle fois, les 3 vraies voix, vous avez été complémentaires, pertinents. Je vais aller vous chercher sur la dernière partie avec le regard de Pierre Bosch, qui est celui des chèques, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les chèques, Nathalie Lebas, ou pas? À ce moment-là, vous allez expliquer au médecin comment il va encaisser. La plupart n'ont pas de terminal. Même chose, si vous n'avez pas de chéquier, vous allez comment déposer des arts. Enfin, tout ça, ça va être assez compliqué. Et moi, je voulais quand même... Avec la carte, non ça, tout le monde n'est pas équipé, et notamment si justement dans des petites structures, c'est un coût aussi pour les entreprises. Vous aviez une parenthèse, oui. Quand même rebondir sur ce qu'a dit Rost sur le contrôle. L'idée au départ, c'était de contrôler notamment le trafic de drogue. Moi, je pense qu'en réalité, si les trafiquants, c'est l'idée de Gérald Darmanin. Si les trafiquants souhaitent développer leur business, ils le feront sur le dark web, et il n'y aura pas de sujet d'espèces ou de chèques ou de cartes de crédit. À la limite, là où il peut y avoir une lutte efficace pour l'État, c'est la lutte contre le travail au noir. Où là, ça laisserait des traces et il y aurait des preuves, notamment pour l'URSSAF. Oui, parce qu'on entend souvent, tu me payes en liquide, justement, parce qu'on ne déclare pas, etc. etc. Ça, Thierry Blandinière, on est bien d'accord. Enfin, bon, et sur les chèques aussi, je voulais... Sur les chèques, oui, mais c'est le sens de l'histoire. On utilise encore des chèques, mais ça devient de plus en plus marginal. Donc voilà, bon, bien sûr qu'il faut accompagner la transition, j'entends, bien évidemment. Mais le coût des chèques va augmenter, il y aura moins de volume, donc ils seront moins attractifs. Donc petit à petit, tout ça, ça va s'éteindre dans les prochaines années. L'histoire du papier, si on parle un peu écologie, ça coûte encore. Ouais. Et par contre, le cash est différent. Attention, je parle des chèques par rapport à la carte bleue ou au digital ou au virement bancaire. Le virement aujourd'hui est quand même assez standard. Et sécurisé. Ça, c'est plutôt avec la clé digitale et tout. Tout est pratique aujourd'hui. Vous voyez bien que ça fonctionne comme ça. Et un peu trop sécurisé même. Parce que il faut quand même garder ses codes. Je sais, mais il faut les changer. Mais du coup, c'est pas mal. C'est quand même mieux. C'est mieux que si c'était open bar. Donc quelque part, c'est plutôt pas mal. Donc pour revenir au chèque, non, je pense que c'est un peu la fin de l'histoire. C'est un peu comme le vinyle. On verra bien. On gardera les derniers. Vous êtes très musique, Thierry Blandinière. Bon, honnêtement, Pierre Bosch, vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Les commerçants, ils en ont peur horriblement de ces chèques, les chèques sans provision, les chèques en bois. Oui, vous avez raison. Le chèque a quasiment disparu du commerce. La plupart des commerçants aujourd'hui refusent l'utilisation des chèques. Donc du côté commerce, le chèque, on peut considérer qu'il a quasiment disparu. Par contre, je pense que pour le paiement de factures, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas faire autrement. C'est pour ça aussi que je pense que le chèque, il a encore quelques années devant lui. Pas dans les commerces, mais pour le paiement de factures depuis le domicile de certains consommateurs qui aujourd'hui ne savent pas faire un virement, ne savent pas faire un prélèvement et payent tout par chèque. Donc la transition, elle se fera, mais elle va être quand même extrêmement lente vis-à-vis d'une certaine population, notamment de personnes âgées. Sur les chèques, Rost, je vous ai pas entendu. Mais c'est pareil, on a les chèques en deux, pas les chèques. Non, mais justement, il y a la question des personnes âgées, mais même les impôts. Il y a plein de gens qui continuent de payer leurs impôts. Je crois que c'est un des postes sur lesquels les gens payent le plus par chèque aujourd'hui. Alors maintenant, oui, justement, mais il y a des pénalités pour celui qui paye en chèque ses impôts, il y a une pénalité. Oui, mais sauf qu'ils en reçoivent encore des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers. Et il y a la question de l'emploi aussi derrière aussi. C'est tout le centre de traitement des chèques, c'est aussi ça. Pour le ministère de l'économie, pour l'instant, ils ont aussi cette problématique-là qui est là. D'ailleurs, je crois qu'il y a des syndicats qui sont montés au créneau par rapport à la question de la suppression des emplois que ça. Ouais. Malheureusement, on rentre dans quelque chose dont parlait l'économiste Schumpeter, qui parlait de la création destructrice. Oui.
on est dans ce. C'était dans vos études aussi, ça, Schumpeter, parce que j'aime bien. Entre autres, oui, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est vrai que ça va forcément changer les choses, ça va détruire des choses et ça va emmener des nouvelles choses et peut-être positifs et d'autres moins positifs. Mais... Destruction créatrice. Oui. Pour Thierry Blandinière, pour conclure, je fais le tour de la table. La généralisation de la carte bancaire, Thierry, c'est quoi? C'est souhaitable? C'est inenvisageable? Je pense qu'on va la généraliser, qu'on va vers le digital aussi, qu'il y aura demain des applications qui permettront le paiement. Donc ça, c'est le sens de l'histoire. Vous dites oui, forcément. Alors, bien évidemment, on y va droit. Après, il faut accompagner. Les populations qui sont pas à l'aise avec ça, eh bien, il faut les accompagner. Il faut les former. C'est la transition. Nathalie Lebas, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est important aussi de le garder. Et concernant le cash, il y a aussi une forme d'histoire. Aujourd'hui, on a des pièces à l'effigie de Simone Veil. Oui, la monnaie. Et ça a aucun sens. Ouais. Rost, anti-carte, Rost, hein, on l'a compris. Non, pas forcément, mais je pense, de toute façon, l'évolution est là, on n'a pas le choix, il faut l'accompagner, tout simplement. Pierre Bosch, président de la Confédération des commerçants de France, vous vous battrez pour conserver et le liquide et la carte? Oui, absolument. Il ne faut quand même pas oublier que 3 millions de Français n'ont pas de carte aujourd'hui et 500 000 Français ne sont pas bancarisés. Donc, tant qu'on n'a pas résolu ce problème, de toute manière, il y aura encore du cash. D'autre part, pour les tout petits paiements, le paiement de votre baguette, le paiement de paquets de cigarettes, aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de commerçants ne prennent pas des cartes en dessous, par exemple, de 10 euros. Et ça va continuer parce que derrière, il y a des commissions à payer. Et ça devient très coûteux pour un commerçant d'accepter des petites transactions. Bon, messieurs, dames, on ne peut pas remettre une pièce, on est obligé d'y aller. Merci à vous, cher Pierre Bosch. Merci les trois vraies voix. Quel trio complémentaire. C'est un plaisir. C'était un bonheur Oui, non. Vraiment. Thierry Blandinière, chef d'entreprise, une élue, conseillère régionale, Nathalie Lebas, un artiste, fondateur de l'association Banlieue Active, Rost. Merci à vous trois, monsieur le président de Brive. Allez les brivistes. Merci à vous tous. Dans un instant, les infos sur Sud Radio.